Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Travail et exposition UV, risques et bonnes pratiques. Je me présente, donc je suis Florent Quillan, responsable QHSE au sein de Trésoa et j'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Alors, ce webinaire sera enregistré et sera accessible par la suite sur nos réseaux sociaux. Nous avons prévu un temps de questions-réponses à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas tout au long du webinaire à utiliser l'espace conversation pour nous poser vos questions et nous prendrons du temps pour y répondre tout au long de la présentation. Les questions qui concerneraient des situations spécifiques et notamment des situations individuelles ne seront pas traitées dans le cadre de ce webinaire. Le webinaire aura également donc un support qui sera également mis à votre disposition par la suite. Lors de ce webinaire, nous allons essayer de répondre à une question qui est le soleil est-ce un ami ou un ennemi? Et pour cela, nous avons le plaisir de réaliser cette action en partenariat avec Pierre Cesarini, directeur délégué de l'association Sécurité Solaire, qui nous accompagne dans le cadre de ce webinaire organisé aujourd'hui. Et je vais maintenant laisser la parole à Pierre qui va vous faire cette présentation sur la prévention des risques liés à l'exposition aux UV. Pierre, c'est à vous. Merci Florent. Bonjour à toutes et à tous. Oui, vous avez compris que le thème va être le soleil. Il est un peu d'actualité, même si on a eu quelques passages orageux. C'est un moindre mot que de dire cela. Je dirige effectivement une association qui s'appelle Sécurité Solaire. Pour vous en dire quelques mots, elle a été créée il y a 30 ans de cela maintenant. Elle est rattachée à l'OMS. Le problème dont on va parler n'est pas un problème franco-français, mais bien un problème mondial. L'Organisation mondiale de la santé, un programme s'appelle Intersun, auquel nous sommes rattachés avec 7 autres centres collaborateurs, 2 sont en Australie, un en Allemagne, un en Italie, la sécurité solaire pour toute la francophonie. On est reconnu d'intérêt général. Notre objet, c'est surtout de faire de la prévention primaire. Vous verrez que je vous parlerai également de prévention secondaire, c'est-à-dire de détection la plus précoce possible pour soigner les éventuels cancers de la peau. Vous voyez sur la droite de l'image tous nos partenaires. Principalement, ce sont des ressources publiques, l'Institut national du cancer, des agences régionales de santé, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Je rends des comptes, pour ma part, je ne suis pas médecin, hein, c'est pour ça que Florent prenait soin de vous préciser que je ne faisais pas de consultation médicale, donc je ne donne pas des conseils sur un plan individuel. Par contre, effectivement, vous allez voir qu'on accompagne des entreprises, notamment dans des actions de prévention qui peuvent être mises en place. Donc j'ai un conseil scientifique qui se confond avec notre conseil d'administration. C'est une particularité de l'ASSO. Chez nous, c'est les scientifiques qui ont le pouvoir. Donc il y a dans ce conseil scientifique, évidemment, des dermatos, des ophtalmos, des spécialistes de santé au travail, des spécialistes de santé publique, des spécialistes d'environnement, des chronobiologistes et autres. On a 3 gros programmes. Le premier, c'est de faire en sorte que la population soit à peu près informée des risques encourus, avec notamment, c'est pour ça qu'on s'est créé, hein, on a acheté un réseau de capteurs d'UV, on a créé les premiers modèles de prévision. Depuis quelques années maintenant, on a une convention avec Météo France pour faire en sorte que ce fameux indice d'UV ou index UV que vous voyez dans les programmes météo soit le plus populaire, soit le plus connu et serve évidemment au maximum à sensibiliser, à informer la population des risques et des mesures de protection à prendre. On a un deuxième programme qui est pour nous l'essentiel, hein, je ne vais pas vous mentir. Plus de la moitié des moyens de l'asso sont fléchés sur un programme visant les enfants en milieu scolaire comme en milieu péri et extrascolaire, avec des outils qui sont évalués, qui sont inscrits dans le registre des actions probantes chez Santé publique France. C'est un programme qui s'appelle Vivre avec le soleil à l'école, qui mobilise chaque année 2-3 000 profs des écoles qui font des activités scientifiques sur le sujet. En milieu péri ou extrascolaire, on est plus sur du jeu, pendant qu'à l'école, on est vraiment sur une démarche pédagogique. Et puis, troisième axe, la santé au travail. Et c'est principalement l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Évidemment, il faut commencer par le commencement. Le rayonnement solaire, c'est quoi? Et puis, dans quel contexte climatique sommes-nous? Le climat se dérègle. Le climat ne fait pas que se réchauffer.
le climat se dérègle. Et dans le dérèglement climatique, il y a bien sûr le réchauffement dont on va parler pas mal. Il y a également des problèmes sur la couche d'ozone. Vous savez que cette couche d'ozone qui se trouve à 30-35 km d'altitude dans ce qu'on appelle la stratosphère a été abîmée pendant très longtemps par des substances que nous avons beaucoup rejetées. Je dis nous, la communauté humaine, hein, on a utilisé des gaz chlorofluorocarbonés, je vais y arriver, dans des aérosols, dans des climatiseurs, des réfrigérateurs. Ces gaz, une fois qu'ils sont rejetés, qu'ils arrivent à ces altitudes de 30 km, vont abîmer la couche d'ozone, vont bloquer la réaction de filtration de l'UV que s'effectue normalement lorsque la couche d'ozone n'est pas percée. Et vous savez que ces trous dans la couche d'ozone qui apparaissent principalement dans l'hémisphère sud, principalement au-dessus du pôle sud et principalement à la sortie de l'hiver de l'hémisphère sud, donc au mois de septembre-octobre, parce que ce sont les périodes où il fait le plus froid. C'est véritablement des trous avec des niveaux d'UV vraiment extraordinairement importants. Alors, ça ne nous concerne pas. Nous, en France, on n'est pas touché par par ce trou dans la couche d'ozone. Par contre, on est touché le jour où ce trou va se refermer par tout simplement dilution du reste de la couche. Donc, on craint vraiment et on suit ce trou dans la couche d'ozone de très près parce que, quelque part, il a un impact sur la couche moyenne, on va dire, qui protège, ou en tout cas sur l'épaisseur, qui protège des zones tempérées dans l'hémisphère nord. On a arrêté de rejeter les substances. Donc ça, c'est ce qui va bien. Et on a du coup des modèles qui prédisent un retour à la normale en 2050, 2060 pour les régions tempérées. Sauf que, entre-temps, la Terre se réchauffe, l'atmosphère se réchauffe, et même la Terre se réchauffe, et la forêt se réchauffe, et la forêt brûle. Et la forêt qui brûle, c'est des méga incendies qui rejettent des substances qui jouent en sens contraire, donc qui sont également délétères pour la couche d'ozone. Il y a aussi des éruptions volcaniques qui sont délétères pour la couche d'ozone. Et puis, en même temps que la troposphère, pardon, la basse atmosphère se réchauffe, hein, ce qu'on constate quasiment quotidiennement, et ben la stratosphère se refroidit. Et pour cause, le réchauffement climatique, c'est un emprisonnement de la chaleur, parce qu'il y a de plus en plus de CO2, hein, pour faire court, dans la troposphère. Ça veut dire que la stratosphère, parallèlement, se refroidit, et ça, c'est pas bon pour la couche d'ozone. Bon, par ailleurs, les modèles sont à peu près d'accord, les modèles météo et climat sont d'accord pour dire plus la Terre va se réchauffer, plus on aura dans les régions tempérées, en tout cas, des passages pluvieux super intenses, mais de plus en plus longs, des passages ciel bleu, de plus en plus importants. Et puis, autre phénomène qui peut être contrecarré si on prend les mesures et si on fait bien les campagnes d'information qui vont bien, c'est que quand il fait chaud, on a tendance à se déshabiller, ce qui n'est pas une bonne idée du tout, et en particulier pas du point de vue de l'exposition au rayonnement UV, bien évidemment. Alors justement, en parlant des UV, on a un rayonnement qui est piège par excellence, hein. Les gens pensent que le soleil est dangereux quand il fait chaud. Alors c'est pas forcément faux, hein. Il peut faire très chaud et y avoir un risque chaleur d'abord, et puis y avoir beaucoup d'UV un jour qui fait très chaud. Mais il faut savoir que les niveaux d'UV les plus élevés qu'on peut mesurer sur Terre, il fait moins 15 degrés, j'y reviendrai tout à l'heure. Et ça s'explique parce que ce rayonnement UV, vous le voyez dans le spectre solaire, l'infrarouge, c'est lui qui chauffe. Vous voyez qu'il est loin de l'UV. Entre l'infrarouge et l'UV, il y a tout le visible qui part du rouge jusqu'au bleu-violet, hein. C'est quoi cette variabilité de rayonnement? C'est une longueur d'onde, hein, entre deux flux de photons. Il y a une longueur d'onde, il y a des flux qui sont de plus en plus serrés, on va dire, lorsqu'on descend vers le bleu, hein. C'est pour ça qu'on parle des dangers de la lumière bleue. Et a fortiori, dans l'UV, on est sur des rayonnements qui sont classés comme cancérigènes certains. Hein, ça ne veut pas dire que vous allez faire certainement un cancer de la peau dès que vous avez passé 3 secondes dehors, ou si vous avez fait une séance d'UV artificielle dans votre vie. Ça veut dire dès que vous avez fait une séance d'UV artificielle dans votre vie, ou dès que vous vivez un peu dehors, oui, vous êtes exposé à un rayonnement qui, on le sait, casse l'ADN des cellules, et qui, si un jour la cellule abîmée n'est pas réparée, va provoquer un cancer. On va y revenir. Alors, plus généralement, on parle de dommages sur les cellules parce que c'est des cancers cutanés. Avant ça, c'est des coups de soleil. Ça peut être également des dégâts sur les yeux. On va y revenir également. Ça peut être également du vieillissement. Alors, c'est parce que ce rayonnement, on ne le voit pas et on ne le sent pas, vous l'avez compris, qu'est intéressante cette idée d'avoir une échelle, hein, le fameux index UV ou indice de rayonnement UV, pour qualifier les choses. Donc, quand vous le voyez à la météo, c'est une info qui est une prévision du niveau maximum de la journée qui tombe toujours autour du midi solaire, on va voir pourquoi, et puis qui, lorsqu'on arrive un peu à faire notre boulot, est accompagné de conseils. Alors, précision, c'est une échelle dont vous voyez que pour des niveaux 1 et 2, à l'OMS, on dit c'est pas la peine de se protéger, hein, en population générale en tout cas.
À partir de 3, il convient de se protéger et on verra comment faire précisément un petit peu plus tard. Tant qu'on est en dessous de 5, on est dans un rayonnement qualifié de modéré, mais à partir de 6, on est fort, 8, très fort, 11 et plus, on est qualifié d'extrême. Deux dernières choses sur l'échelle, c'est une échelle ouverte. 12 n'est pas un maximum, 10 est encore moins un maximum, et en fait, il n'y a pas de maximum, c'est une échelle ouverte. Et 2, c'est une échelle linéaire, hein, et c'est important de le préciser, notamment quand on parlera des indices de protection, hein. Typiquement, un indice du V10, c'est un indice qui est 10 fois plus intense, 10 fois plus fort qu'un indice du V2. Un 4, c'est 2 fois plus que 2. Ça paraît évident comme ça ne l'est pas. Vous avez des échelles, par exemple Richter, quand vous passez d'un cran à un autre, vous faites un facteur 2. Hein, sur l'échelle de Richter, le tremblement de terre, 3, c'est 2 fois plus que 2. 4, c'est 2 fois plus que 3. Hein. Voilà, typiquement. Donc pour l'indice du V, c'est linéaire. Donc 6, c'est 2 fois plus que 3. Ce qui fait varier l'UV, c'est quasiment qu'une seule chose. On va voir qu'il y en a d'autres, mais la première chose qui fait varier l'UV, c'est la position du Soleil dans le ciel. Hein, parce que cette position du Soleil dans le ciel dicte une autre chose, qui est le trajet des rayons parcourus dans l'atmosphère par les rayons. Quand vous avez un Soleil haut dans le ciel, vous avez un trajet des rayons parcouru dans le filtre atmosphérique, l'ozone et le reste de l'atmosphère qui est court, il y a donc beaucoup d'UV. Inversement, quand le Soleil est bas sur l'horizon, vous avez un trajet des rayons parcouru dans l'atmosphère qui est long, donc pas beaucoup d'UV. Donc deux conclusions à ça. Premièrement, regarder la taille de vos ombres permet de savoir s'il y a un risque important ou pas. Deux, ce qui fait varier cette position du Soleil dans le ciel, c'est évidemment la rotation de la Terre sur elle-même, hein, ce qui vous explique que vous n'avez pas d'UV la nuit et des UV très faibles, voire inexistants, au tout lever ou au tout coucher du Soleil, et que par contre vous aurez un niveau maximum au moment du midi solaire. Et puis naturellement, comme la Terre tourne sur un axe qui est incliné, vous savez que, par exemple, le 21 juin, c'est le jour de l'année où l'hémisphère nord oriente au maximum son hémisphère nord. C'est donc le jour de l'année où il y a le plus d'UV. On est là actuellement, depuis une huitaine de jours, dans la période de l'année où il y a le plus d'UV. Au mois d'août, on aura déjà décliné, hein, on aura des jours plus courts, pardon, on aura un soleil qui montera moins haut dans le ciel, on aura des niveaux d'UV, alors qui sont toujours à des niveaux assez conséquents, hein, je vais vous donner les cartes, bien sûr, mais voilà, qui sera descendu. Inversement, le 21 décembre, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Le soleil, la Terre oriente son hémisphère sud au maximum vers le soleil. Et par contre, dans l'hémisphère nord, c'est le moment de l'année où il y a le moins d'UV. Je fais remarquer souvent une chose quand même, que dans le calendrier chinois, le 21 décembre, c'est pas le début de l'hiver, comme le 21 juin n'est pas le début de l'été, c'est le milieu de l'été, le 21 juin, dans le calendrier chinois, et c'est beaucoup plus pertinent, notamment en termes astronomiques. Bon, après, il y a bien sûr des facteurs locaux qui peuvent venir changer la donne. Typiquement, si vous avez des gros nuages très noirs, très opaques, très sombres, de basse altitude, c'est pas la peine de se crémer ou de se protéger d'une quelconque façon, puisque de toute façon, il n'y a pas d'UV qui passe au travers de ça, même si vous êtes sous les tropiques. Des nuages d'altitude et d'épaisseur moyenne, un peu plus gris, sans être non plus très noirs, vont couper grosso modo la moitié du rayonnement. Donc ça peut être suffisamment protecteur comme ça peut ne pas l'être selon la position du soleil au-dessus. Méfiez-vous surtout des voiles nuageux. Ces voiles nuageux qu'on appelle des cirrus sont assez efficaces pour arrêter le visible, hein. Le ciel n'est plus bleu parce qu'il y a ce voile nuageux. Alors le ciel n'est pas sombre, hein, mais le ciel est un peu grisâtre. On parle d'un temps maussade. Bref, il y a moins de luminosité. Ça coupe pas mal l'infrarouge, ce type de voile nuageux. Alors, vous ne passez pas non plus de 30 à 0 degré, mais oui, il y a 4-5 degrés de moins quand il y a ce type de nuage au sol, en tout cas. Alors, par contre, en termes d'UV, il y a 95 ou 90% des UV qui passent. Et donc, les accidents solaires, parce que justement, les UV sont des rayons qui sont invisibles et qui ne provoquent pas de sensation de chaleur. Là, beaucoup de gens témoignent, j'ai brûlé gravement et j'ai rien senti venir. C'est passé parce qu'effectivement, ce rayonnement UV ne provoque aucune sensation. Et souvent, c'est parce qu'il y a ce voile nuageux. C'est aussi souvent parce qu'il y a du vent. C'est aussi souvent parce qu'on est en altitude. En altitude, la température baisse, l'épaisseur d'atmosphère se réduit, le niveau, lui, augmente. 8-10% de plus chaque fois qu'on monte 2000 mètres. Sans parler, bien sûr, de ce qu'on rencontre souvent en altitude, c'est-à-dire la neige. En tout cas, à partir de février-mars, on a un vrai niveau d'UV en pleine et on a une réverbération très forte qui peut aller jusqu'à doubler la quantité d'UV
à laquelle vous exposez pour rester sur des activités d'été en mer. Vous avez, quand la mer est agitée, de l'écume, le blanc, c'est brillant. Là, il n'y a pas de piège avec la réverbération, c'est ce qui est blanc et brillant qui réfléchit beaucoup. Typiquement une eau agitée, typiquement la voile d'un bateau ou d'une planche à voile, typiquement le vernis sur un pont de bateau aussi, c'est des choses qui réfléchissent beaucoup. Du sable clair réfléchit, vous voyez, du 25, du 30%, même si vous allez sur les plus belles plages du monde en Corse. Évidemment, vous avez compris, j'étais un petit peu originaire de là-bas. Vous avez des plages qui peuvent réfléchir jusqu'à 35% de rayonnement. Voilà quelques cartes. Donc en janvier, vous pouvez nous oublier la sécurité solaire, même si vous êtes sur Bordeaux, donc si vous restez au niveau de la mer, vous pouvez nous oublier depuis le mois de novembre jusqu'au mois de février. Les niveaux d'UV plafonneront à du 0, du 1, du 2. En altitude, au mois de décembre, à Noël, vous avez un niveau d'UV qui est en pleine, est à 0 ou 1, avec la réverbération. Avec l'altitude, pardon, on peut monter à 2. Avec la réverbération, on peut aller faire des pics à 4. Ça reste modéré. Alors, des gens qui ont une peau sensible, oui, vont rentrer le soir avec une peau légèrement rosée, voire un petit coup de soleil un peu plus marqué. Bon, rien de grave. Par contre, à partir de février, le niveau d'UV remonte. On est en pleine à 2-3. Avec l'altitude plus la réverbération, on peut être à des niveaux d'UV qui ressemblent à ce qu'on a au mois de juillet. Donc actuellement, ou fin juin, début juillet, vous voyez du 7, du 8, du 7 dans le nord, parce qu'on est un peu plus éloigné de l'équateur. Le rayonnement est un peu plus incliné. Mais voilà, la France est un petit pays. Dunkerque, c'est niveau d'UV 7. C'est quasiment pareil que Bordeaux, ou que Nice, ou que Bonifacio. Au mois de mai, des niveaux d'UV qui sont identiques à ceux du mois d'août. C'est normal, le 1er mai, on est à 1 mois et 20 jours du solstice d'été, comme on va l'être le 10 août. Le soleil dans la même position, le niveau d'UV, c'est le même. Si vous voyagez en décembre, méfiez-vous du soleil si vous êtes dans l'hémisphère sud, en particulier pour rester en France si vous allez à l'île de la Réunion. Le soleil est au solstice, vraiment la verticale de l'île de la Réunion, ça donne un indice d'UV 14 au niveau de la mer. En altitude, on peut monter à 17-18 avec une température très agréable d'un 15, 20, 25 degrés maxi et un niveau d'UV 18, donc grande méfiance. Évidemment, au mois de juin, les niveaux d'UV les pires, c'est sur le tropique. Et évidemment, le pire du pire, c'est quand vous êtes en région tropicale. Vous voyez ici des indices d'UV 21. Le record, c'est 40 qui a été mesuré dans un désert de sel à 4500 mètres d'altitude. On est dans le Salar de Uyuni, en Bolivie, et là, les capteurs se sont vraiment affolés. Alors, en fonction de cet indice d'UV qui est universel, d'ailleurs, il porte le nom d'indice d'UV, d'indice universel de rayonnement UV, on peut déterminer type de peau par type de peau, en combien de temps on va avoir des lésions, combien de temps on va, par exemple, avoir un coup de soleil léger, si on n'est pas protégé. Donc, pour des indices d'UV de 7-8, quelqu'un qui a une peau très claire, qui est catégorisé phototype 1, il va recevoir un premier coup de soleil, ce qu'on appelle une DEN, une dose érythémale minimum, en 20 minutes. 3 fois la dose, c'est un coup de soleil marqué et ça survient en moins d'1 heure. Et 5 fois la dose, c'est la cloque, et ça survient en moins de 2 heures. Évidemment, ces temps vont monter en fonction d'un type de peau qui va être crescendo de plus en plus foncé. On a du mal à mesurer les doses, c'est difficile, parce qu'une dose, d'abord, on sait ce qui s'abat sur le sol, grosso modo, ce qu'on appelle des SED, des standards d'érythémateuses doses. 2 SED, c'est l'équivalent de ce coup de soleil léger pour une peau sensible. On sait que des doses sur un plan horizontal, il en tombe 50 à 60 fin juin, depuis le mois de juin, juin, juillet, grosso modo, c'est 50 à 60 doses, 50 dans le nord, 60 dans le sud, un jour de beau temps. Mais véritablement, ce que vous recevez sur le dessus du pied ou sur le dessus de l'épaule, si vous restiez nu toute la journée, c'est ce que vous recevriez sensiblement. Par contre, déjà, si vous êtes sur le bras, vous n'êtes pas orienté face au soleil, donc déjà, vous réduisez les choses. L'orientation, bien sûr, la durée de l'exposition réelle, où personne reste nu sans bouger du lever au coucher du soleil. Donc, bien sûr, la durée de l'exposition a une incidence sur ce calcul des doses que peuvent recevoir les gens, en particulier ceux qui nous intéressent aujourd'hui, donc ceux qui travaillent dehors. À court terme, on risque des brûlures de la peau, des brûlures des yeux, de la cornée. On peut augmenter ce risque ou accélérer ce risque de brûlure si on a été photosensibilisé. On peut être photosensibilisé par des médicaments qu'on prend par voie orale, par des végétaux avec lesquels on est en contact,
par des crèmes anti-inflammatoires. Vous avez une entorse, super méfiance, hein, tous les produits à base de kétoprophène, d'anti-inflammatoires en général sont photosensibilisants. Donc une entorse, il faut vraiment, si vous l'avez traité avec un anti-inflammatoire par voie orale d'ailleurs, qui est souvent photosensibilisant ou topique, hein, donc par application de crème, il faut vraiment être très très prudent et très très protecteur face au soleil. Pour parler des choses qui tâchent, c'est le cas de le dire, le cancer cutané, vous en avez deux formes. Le mélanome, qui est plutôt peu lié aux expositions professionnelles, donc je vais pas y faire, pas y passer trop de temps. Mais il y a un vrai souci, un vrai enjeu pour le dépister précocement. Je regarde si j'ai mis des images là-dessus. Non, j'ai malheureusement pas les images sur la détection précoce du mélanome. Retenez la règle ABCDE, une forme asymétrique, des bords irréguliers, plusieurs couleurs, un diamètre supérieur à quelques millimètres et un E comme évolution. C'est le E comme évolution. Vous avez une tache pigmentée, vous avez un grain de beauté différent des autres qui change d'aspect. Il faut vraiment le montrer rapidement car une simple exérèse, un simple coup de capelle, tant que le mélanome n'est pas de stade 3, c'est-à-dire invasif, va être opéré et guéri dans 99% des cas. Le cancer cutané en lien avec les expositions professionnelles, c'est ce qu'on appelle les carcinomes, qui sont liés à des expositions chroniques qui surviennent très principalement sur le visage. 300-400 morts par an, hein, contre 2000 pour le mélanome. Enfin voilà, c'est quand même un nombre de décès très significatif. Je parle de chiffres pour la France, bien sûr. Il est en forte augmentation et il est reconnu comme maladie professionnelle chez nos voisins allemands, suisses et belges. Et je pense que pour la France, je ne voudrais pas me hasarder trop, mais voilà, on a quand même un décret récemment qui parle de la protection contre le rayonnement solaire. Vous avez dû en entendre parler. Il y a une ANSES qui a été saisie récemment sur le cancer cutané d'origine professionnelle pour le reconnaître en tant que tel. Je pense que c'est une affaire de mois, peut-être un an ou deux, mais voilà, ça va être reconnu comme maladie professionnelle également. La cataracte est clairement liée aussi aux expositions chroniques. Et là, c'est 900 000 interventions chaque année à 1 500 euros. On parle beaucoup du financement de la sécurité sociale. Faites porter des casquettes, faites porter des lunettes aux gens qui travaillent dehors. Et puis, aux enfants de celles et ceux qui travaillent dehors, on fera des économies qui coûteront vraiment pas cher. La DMLA est aussi liée à l'exposition aux UV, pas que, hein, le tabagisme, le manque d'antioxydants dans l'alimentation sont des facteurs de risque. Mais l'exposition à la lumière bleue, aux UV, est très certainement contributive du risque de DMLA. Et ça, la DMLA, on ne sait pas la soigner, donc c'est la première cause de cécité dans les pays riches. Bon, les UV vieillissent la peau. Vous voyez sur la droite l'image d'un livreur. Elle est assez connue, cette image. Un livreur de lait, il est autour du lac Michigan, hein, et donc visiblement, il a conduit la fenêtre ouverte ou avec une fenêtre fermée, mais sans filtre UV dessus, ce qui explique le pourquoi sa joue gauche est ridée, contrairement à sa joue droite. Alors, il existe un rapport conjoint de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé. Grosso modo, ce rapport dit il y a 60 000 morts par an du fait du carcinome épidermoïde, hein. Si je vous ai dit le mélanome, il y a peu de liaisons avérées, scientifiquement démontrées avec les expositions professionnelles, c'est plutôt les expositions intermittentes. Pour l'épidermoïde, la messe est tout à fait dite, la liaison existe, et ce rapport qui a étudié plus de 180 pays, les statistiques de 180 pays, dit il y a 60 000 morts par épidermoïde par an, dont un petit 20 000 qui sont liés à des expositions professionnelles. Et les chiffres ont doublé sur les 20 dernières années, donc il y a vraiment lieu de mieux protéger les travailleurs d'extérieur. L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail évoque pas loin de 15 millions d'Européens qui travaillent 75% de leur temps dehors, 1,5 million de Français, 1,5 million de travailleurs en France, je pense qu'ils sont majoritairement français, mais véritablement, j'en sais rien. Elle évoque que le rayonnement solaire est le premier agent cancérogène au travail et que pour des peaux claires, parmi celles et ceux qui travaillent en extérieur, donc les fameux 75% de leur temps dehors, tous ou presque développeront un cancer de la peau au cours de leur vie. Dans les recommandations, la première qui est donnée, c'est évidemment, si on le peut, d'aménager les horaires de travail. Vous avez ici la courbe de variation de l'indice d'UV.
vous voyez évidemment un pic vers 2 heures de l'après-midi. Ce 2 heures, je parle bien de l'heure à nos montres, hein. Donc on est en heure légale. Vous savez que nous vivons décalé de 2 heures à peu près par rapport au midi solaire, oui, par rapport à l'heure solaire. D'où le fait que ce pic est à 2 heures, d'où le fait qu'entre midi et 16 heures, c'est la période où il y a vraiment le plus d'UV, c'est presque 60% de tout le rayonnement reçu sur l'intégralité de la journée. Donc si vous pouvez aménager les horaires pour ne pas travailler dehors à ce moment-là, c'est très clairement la première mesure à mettre en place. Pas toujours faisable, à noter que si vous êtes dans une logique de prévention du coup de chaleur et vous allez l'être de plus en plus, notez que les températures maximales sont, elles, plutôt vers 17-18 heures. Et donc, il y a vraiment des questions à se poser, et puis d'essayer peut-être d'organiser ou de rejoindre des organisations du travail qui ressemblent un peu à ce que font les Espagnols depuis des décennies, c'est-à-dire couper à 11 midi et reprendre à 5-6 heures. Évidemment, toujours de bon sens. Si on est dehors, au travail, au demeurant, on essaye de couper les UV avant qu'ils arrivent sur les individus, en favorisant l'ombre. On peut installer des tonnelles comme ça, des espaces ombragés, tendre des bâches peut faire le boulot, au moins une partie. On a des parasols magnétiques, au sens typiquement pour des gens qui vont faire des interventions mobile en extérieur, ça, vous avez une base magnétique au parasol qui peut venir s'accrocher sur n'importe quel équipement en ferraille et donc du coup pouvoir se régler derrière et créer de l'ombre le temps de l'intervention. Il est bien évidemment recommandé aussi d'équiper les vitres, hein, j'en parlais à propos de l'image du livreur de lait tout à l'heure, la vitre en verre est un très bon filtre UVB, est un plutôt piètre filtre UVA. Donc ça, c'est pas censé devenir y coller un film qui va filtrer les UVA, qui peut même filtrer les infrarouges, donc réduire notamment les besoins de clim. Je parle de ça pour un tracteur, pour euh, un véhicule de chantier ou pour des bureaux. Sachant qu'il y a aussi des équipements complémentaires sous forme de plaques en polycarbonate qui peuvent venir scotcher, qui sont plus durables que le film et puis qui peuvent s'enlever aussi l'hiver, l'été, bref, pour être plus ajustés à des besoins ou des conditions particulières. Évidemment, on va recommander de porter des couvrants, des chapeaux à bord large, c'est la première des recommandations. Si on a un casque, on peut mettre un protège-nuque, hein, vraiment, l'idée, c'est de privilégier la protection physique, hein. Là, on est évidemment sur un plan individuel. Il existe des vêtements anti-UV, UPF 40+, qui laissent passer juste quelques pourcents d'UV. Alors, c'est pas d'une utilité phénoménale en grand public, en population générale. Pour des gens qui passent 75% de leur temps dehors, notamment et principalement et aussi l'été, ça fait sens de chercher à bloquer mieux que ce que va protéger un t-shirt ordinaire qui va bloquer 80 ou 90% des UV. Là, on est sur des coefficients de filtration qui sont plutôt de l'ordre de 97-98% d'UV filtré. Il existe des vêtements haute visibilité avec le certificat UPF 40+. Donc là, c'est 2,5%, hein. Un UPF 40, ça divise par 40 la quantité d'UV qui passe. Donc c'est 2,5%, 97,5% qui sont bloqués. Il peut y avoir à concilier évidemment la prévention d'un coup de chaud ou de la chaleur avec la protection UV, d'où ces vêtements que je recommande chaudement. C'est pas le cas de le dire, enfin si c'est le cas. Ces vêtements Géit qui sont des vêtements en polyester. Donc c'est la même fibre que celle du vêtement anti-UV que vous pouvez acheter allez, je cite chez Decathlon parce que c'est chez eux qu'on les trouve le plus facilement, qui sont le moins chers. Pour quelques euros, hein, vous avez le vêtement pour aller surfer. C'est du polyester. Là, par contre, on a un polyester qui encapsule des particules minérales, d'où un coût un peu significativement plus élevé, sans être non plus des fortunes, que vous mouillez, que vous essorez sommairement et que vous enfilez ensuite et qui, contrairement au lycra acheté quelques euros chez Decat, qui va sécher en quelques secondes une fois sorti de l'eau, lui, il va rester mouillé. Et donc, l'idée, c'est qu'évidemment, au moindre brin d'air, au moindre vent, il va y avoir un effet rafraîchissant. Donc, ce sont des vêtements anti-UV, prévus d'être mouillés, et qui vont avoir un effet rafraîchissant et qui vont rester, c'est l'intérêt du polyester par rapport au coton, c'est d'être anti-UV.
Un coton, une fibre naturelle trempée devient transparente, hein. C'est pour ça qu'on organise des concours de t-shirts mouillés au camping des Flots Bleus. C'est parce que ça devient transparent. Si ça devient transparent, c'est que vous devinez que les UV passent. Alors, ils passent pas comme au travers d'une vitre, hein, mais ils passent allègrement. Il y a 50%, 60% des UV qui peuvent passer au travers d'un coton. Voilà, il existe aussi donc des vêtements prévus de rester secs, clairs par définition, et qui vont être des bons remparts contre les UV d'abord, et des remparts renforcés, hein, donc encore une fois avec des UPF 30, 40 ou 50, mieux que le coton ordinaire, et puis qui vont être de couleur claire et qui vont avoir un effet, alors pas rafraîchissant, mais quand même qui va limiter l'échauffement, et c'est mieux pour, en tout cas, quand vous avez une peau foncée, le rayonnement est absorbé dans les couches supérieures de la peau et cette absorption se retrouve sous forme de chaleur, quoi. Il y a une montée. Voilà, donc, typiquement, porter ce genre de choses. Il y a également des manchons en lycra ou en polyester qui existent pour venir compléter un t-shirt, par exemple, à manches courtes, qui sont très efficaces contre l'UV, il y a pas photo, mais qui sont aussi agréables à porter quand il fait chaud. Ça réduit certes l'exposition de la peau et donc l'évapotranspiration, et donc il n'y a pas cet effet rafraîchissant qu'on a quand il y a du vent et que vous avez mouillé votre peau. Par contre, il y a un blocage, y compris du rayonnement infrarouge, qui est intéressant pour éviter l'échauffement. Porter des lunettes de soleil, bien sûr. Alors, en population générale, on recommande des lunettes de soleil qui respectent la catégorisation européenne qui va de 0 à 4. En milieu professionnel, il y a besoin d'aller plus loin. Et en termes de filtration UV, honnêtement, on est déjà super bien avec les modèles qui sont mis à la disposition du grand public, pour pas dire qu'on est à 100%. Mais disons que, en tout cas, en termes de normes, les normes sont encore plus draconiennes en termes de quantité d'UV qui sont autorisées de passer au travers de la lunette. On est de toute façon sur des quantités infinitésimales. On a bien sûr aussi les normes liées à l'usage de la lunette pour prévenir les impacts, hein, les chocs. Et je dois dire que là, les lunettes que vous voyez là, elles coûtent moins de 15 euros, quoi, hein, et elles sont fabriquées en Europe, et elles sont fabriquées par des ouvriers allemands qui sont probablement les mieux payés du monde. Alors, je cite la marque parce que vous la voyez ici, hein, Uvex, voilà, bah, pas de moi, il y en a d'autres qui sont fabriqués aussi en Asie, etc., qui sont également efficaces, hein. Mais voilà, porter des lunettes de soleil de forme enveloppante, anti-choc, évidemment, si on est dehors, sur un chantier ou sur un lieu de travail quelconque, c'est important. Et puis j'en viens à la crème pour préciser que en population générale, on est vraiment très prudent avec le conseil crème parce que mal utilisé ou utilisé à mauvais escient, typiquement comme un pouce au crime, bah, ça peut aggraver les choses, ça peut augmenter les risques, hein. Quelqu'un qui, au prétexte qu'il a une crème dans laquelle il a confiance, et peut-être à juste titre, mais qui l'utilise pour faire n'importe quoi à la plage, par exemple, pour rester entre midi et 16 heures, torse nu, au prétexte qu'il s'est crémé, c'est probablement plutôt délétère. Par contre, si on utilise bien la crème comme un outil de protection, hein, on sait qu'on est à risque parce qu'on travaille dehors, parce qu'on va à la plage à la mauvaise heure ou autre, et qu'on utilise la crème pour compléter ce que les vêtements ne couvrent pas, ben là, on va avoir un effet vertueux. Donc, c'est vraiment important de communiquer sur cette idée que la crème doit compléter les autres moyens de protection, pas s'y substituer, que pour être efficace, il faut appliquer soigneusement le produit. Je dis pas en mettre des tartines et des tartines, mais là, en remettre souvent, ça c'est sûr. L'étaler correctement, donc soigneusement, en évitant évidemment le plus possible d'oublier une zone et d'utiliser un indice élevé qui va bien du type 50 ou 50 plus. Pour les gens qui bossent dehors, c'est ces niveaux-là qu'on recommande. Bon, si on n'a que du 30, on prend du 30, mais voilà. Puis, ce qui est important pour beaucoup de personnes, c'est les convaincre de l'utilité et puis de l'aspect compatible avec le métier. Donc, c'est des textures sèches, sans parfum, qui vont bien, puis accessoirement d'avoir des packaging qui vont bien, comme ce que vous avez à l'image. Je parlais du contexte juridique. Ben, j'ai un peu parlé de la saisine de l'ANSES et du décret publié le 27 mai dernier. Il y a d'autres choses, hein. Il y a l'avis du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Il y a déjà 1 an et demi ou 2 ans de ça, qui parle des défis à relever face au changement climatique. La section sur les UV est tout à fait présente. Le plan régional de santé au travail dans la région Grand Est a une action, un axe et une action dédiée aux UV.
Bref, il y a un contexte qui fait que de plus en plus, ce risque de cancer cutané et de cataracte devra être pris en compte dans les politiques de santé au travail, de prévention. On a un programme qui s'appelle Soleil et santé au travail. Les objectifs généraux, c'est de sensibiliser, promouvoir les mesures, promouvoir la détection précoce également. Opérationnellement, produire des données scientifiques. On a produit 3 revues de littérature sur les expositions, les risques qui vont avec, les coûts de traitement de ces risques et de ces pathologies liées aux expositions, et bien sûr des recommandations et des actions de prévention. Tout ça est accessible très facilement et très librement sur le site soleil.info. On finance une étude épidémiologique, là je n'y viens pas, je ne m'attarde pas parce qu'elle est en cours, les résultats seront présentés d'ici quelques mois. L'idée c'est de calculer la part attribuable, puisque évidemment les expositions solaires se cumulent en vacances et au travail. Et donc l'idée c'est d'avoir l'idée de qui pèse quoi, ou de qu'est-ce qui pèse quoi dans les expositions des uns et des autres. On organise régulièrement, à l'image de ce webinaire, des conférences débats, des press quiz qui peuvent être à distance, qui peuvent être sur place. N'hésitez pas à nous contacter pour ça. On met en place aussi, là pour le coup, on est obligatoirement in situ, des petits ateliers pratiques où l'on va présenter les EPI, on va tester ces EPI, alors pas sur les personnes en elles-mêmes, quoique on peut organiser des tests d'EPI là, avec retour d'expérience des utilisateurs. Quand on mène des ateliers, on a ces gommettes qui sont des gommettes de peau de schtroumpf, puisque vous voyez que ça bleuit sous les UV. Et donc, on va faire tester aux personnes pour qu'elles se rendent bien compte de la protection apportée, les différents EPI avec ces gommettes. On a aussi un atelier avec une caméra UV. Ici, vous avez à droite une caméra normale qui filme ce personnage, cette personne qui a l'air d'avoir une peau de jeune adolescent tout juste sorti du berceau et qui aurait visiblement pas trop vu le soleil, pris à la caméra UV. Je peux vous dire que la personne a carrément déjà pris beaucoup de soleil. Ce que vous voyez là, c'est des taches pigmentées qu'on ne voit pas à l'œil nu parce qu'elles sont sous-cutanées, elles sont sous l'épiderme, mais elles sont le résultat des expositions solaires de la tendre enfance du jeune homme que vous voyez là. Et la caméra qui est sensible dans ses rayons UV, on éclaire le personnage à l'UV. Tout ce qui absorbe l'UV va sortir noir à la caméra, puisque la caméra est sensible dans l'UV, et tout ce qui n'absorbe pas l'UV va sortir blanc, gris ou d'autres couleurs. Et c'est ainsi qu'on voit ça. On voit également avec cette caméra des endroits typiquement qui ont été crémés, d'autres endroits qui ne l'ont pas été. Et puis enfin, on voit si les lunettes que nous portons, notamment les transparentes, sur les lunettes teintées, honnêtement, il n'y a pas de risque. Alors si elles sont faiblement teintées, on va voir quand même la lunette sortir noire, ce qui va être un signe pour nous rassurer sur la coupure totale des UV. C'est extraordinairement spectaculaire quand vous voyez des lunettes transparentes qui sont traitées anti-lumière bleue et qui sortent noires à la caméra. Voilà, on recommande aussi et on favorise des actions de détection précoce. On a une collaboration, j'allais dire historique, oui, ancienne en tout cas, avec Anapix. L'idée, c'est que, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, les cancers de la peau, si on les prend tôt, seront guéris par une simple intervention chirurgicale légère, sans anesthésie autre qu'une petite piqûre, une petite anesthésie locale. Si on prend tard, c'est très compliqué et c'est même, je ne voulais pas trop plomber l'ambiance, mais voilà, il faut quand même préciser, le mélanome, c'est la 3e cause de mortalité par cancer chez les 20-40 ans. Parce qu'entre 20 et 40 ans, ça fait déjà 10, 15, 20 ans qu'on reçoit du soleil et possiblement surdose. Et on est à un âge où la division cellulaire va très vite et où donc malheureusement très rapidement les cellules cancéreuses de la peau quittent la peau pour aller faire des métastases sur le cerveau, le poumon. Donc vraiment l'enjeu c'est la détection. Il n'y a pas photo, vraiment c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. C'est compliqué parce que alors, on peut s'auto-surveiller. J'ai donné les règles tout à l'heure. Désolé, je ne vous ai pas montré les images, mais elles sont assez faciles à trouver. Règles ABCDE, vilain petit canard. Mais ce qui a lieu d'organiser en entreprise, c'est des sessions de détection. Et pour ça, on peut avoir un personnel paramédical formé à faire des photos. Les photos sont envoyées à distance à un dermato, qui est aidé par l'IA, certes, mais qui va prendre la décision d'envoyer un compte-rendu au service de santé au travail. Telle personne dont vous m'avez envoyé des photos,
Il y a pas, et je vois aucun souci avec les photos, ou bien je vois un souci potentiel, voire je suis sûr de mon coup, ici on a un mélanome, ou ici on a un épidermoïde. La consultation chez un dermato est maintenant une priorité absolue. Et avec ce document-là, bien sûr que vous forcez la porte des dermatos, même s'ils sont rares, même s'ils sont ultra occupés à faire des injections de Botox, ils vont ouvrir la porte. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et Anapix peut former du personnel à faire les photos ou vous envoyer à l'occasion d'une journée une infirmière formée, un opérateur formé à faire les photos. Et en une journée, il va photographier grosso modo une personne. Alors évidemment, il y a la prise de vue, il y a aussi un petit questionnaire, il y a l'ouverture d'un dossier, etc. Tout ça prend grosso modo un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure par patient. Et donc on peut faire quand même de la détection relativement massive sans encombrer les dermatos pour rien. Genre, je sors d'une réunion là avant de vous avoir retrouvé avec une dermato qui me dit on a arrêté la journée de participer à la journée de dépistage organisée par le syndicat parce qu'en fait on ne voyait rien. Les gens qu'on voyait étaient tous des gens très stressés, très inquiets, mais qui se protégeaient correctement. Bref, on a des donc il faut cibler et là au moins on n'a pas à se déranger le dermato. Si on a les personnes inquiètes, on a fait les photos de ce qui les inquiétait, on a envoyé, on a déjà un premier compte rendu et le cas échéant, la consultation chez le dermato. Vous avez une application qui s'appelle Météo UV qui reprend, je ne vais pas vous mentir, principalement ce que vous voyez à la télé ou sur notre site. Vous avez aussi quand même des informations personnalisées. Quand vous êtes utilisateur de cette application, vous avez rentré votre phototype et donc la fameuse information sur le temps que vous ne devez pas dépasser au soleil avant de commencer à brûler plus grave que coup de soleil léger vous est donnée. Et on prépare une V2. Quand je dis qu'on prépare, elle est déjà bien préparée dans notre tête et on cherche les budgets pour la réaliser. On saura faire, donner aux gens des niveaux d'UV en temps réel, toutes les 2 minutes en tout cas, sur une échelle d'1 kilomètre et avec une identification, une géolocalisation, si bien sûr l'utilisateur le permet, qui nous permettra de savoir si la personne est dedans ou dehors et de lui envoyer des notifications du coup sur compte tenu du type de peau qu'elle aura renseigné, du temps qu'elle aurait passé dehors, sous un indice d'UV de temps, des notifications évidemment sous forme de conseils et d'alertes, bien sûr pour servir les travailleurs, mais aussi les préventeurs, et puis accessoirement servir aussi des programmes de recherche portant sur le sujet dont je parlais aussi, c'est la difficulté d'évaluer les doses. On a aussi un petit logiciel pour pouvoir transformer ce qui arrive sur un plan horizontal en doses qu'on pourrait estimer avoir été reçues par une épaule, un bras, un dos d'un couvreur, bref, selon les métiers, les activités, les postures. Voilà, vous avez également à votre disposition des affiches et des dépliants que vous pouvez télécharger, imprimer, mettre votre logo dessus avec les différents métiers, différents secteurs d'activité. Vous avez les dépliants qui vont avec également les secteurs d'activité, qui également vous pouvez télécharger, imprimer et distribuer. Normalement, on demande une participation à ça, mais ça, s'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Mais faire un don défiscalisé, c'est toujours possible. Et donc, évidemment, on vous y encourage parce qu'on n'a pas, pour tout vous dire, on n'a pas de subvention publique sur ce programme. Les seuls financeurs de ce programme sont les entreprises. On a quand même un partenariat avec le comité de la Ligue contre le cancer des Hauts-de-Seine, mais essentiellement, les financements viennent des entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous financer pour qu'on puisse continuer à mettre à jour ces documents, les proposer, y compris aux artisans qui n'ont pas forcément les moyens, etc. Vous avez un film également, je ne prends pas le temps de vous le montrer, mais il dure 3 minutes. Il est en téléchargeable, il est en accès libre sur le site. Il est un peu looké BTP, mais honnêtement, les conseils qui sont donnés dedans servent à tout le monde. Et puis, reconnaître les situations à risque, choisir ses EPI, tout ça est pas forcément. Oui, c'est un peu BTP, mais pas que. Voilà, puis vous avez donc notre site internet soleil.info avec une section santé au travail qui est à votre disposition. Vous trouverez le film, vous trouverez l'essentiel de ce que je vous ai raconté là, même si Pressova vous proposera d'accéder à mon diaporama. Vous avez beaucoup d'infos, des actus et des choses sur le site dans sa section santé au travail pour vous. Vous avez aussi, dès la page d'accueil, les niveaux d'UV. Vous pouvez les recevoir par mail. Notamment, j'ai oublié de le préciser, pour les affiches, l'idée c'est de plastifier et donc d'écrire le niveau d'UV. Le niveau d'UV peut vous être envoyé gratuitement par mail tous les jours et il suffit de s'inscrire dès la page d'accueil sur cette section-là. Recevez les prévisions d'UV par mail. Voilà donc la section santé au travail du site Soleil Info. Et j'en ai
terminé. Préventica est derrière nous, donc ne venez pas nous retrouver à Paris. Par contre, vous pourrez nous retrouver à Bordeaux mi-octobre prochain. Voilà, Florian. Je ne sais pas Mais, si. merci Pierre, merci pour cette présentation très complète et très très riche, donc très intéressante de voir vraiment tous ces aspects de l'exposition aux UV. Alors nous avons encore quelques questions que nous pouvons traiter. Donc deux d'entre elles nous ont été envoyées en amont de ce webinaire et il y a eu une question complémentaire pendant la présentation. Donc, n'hésitez pas, le temps que nous répondions à ces questions, si vous en avez d'autres, à les poser sur la section conversation. Alors, une première question que nous avons eue en amont concerne les travailleurs exposés évidemment aux UV, et notamment sur le fait de savoir s'il existe des données au niveau des maladies professionnelles pour les personnes exposées, et notamment, là, dans le cas présent, nous parlons des ouvriers travaillant dans des carrières à ciel ouvert. Alors, je n'ai pas connaissance, j'ai un peu cherché, mais la littérature sur les expositions solaires professionnelles en France est très faible. Dans le monde est plus riche. Les recherches que j'ai pu faire ne m'ont pas conduit à trouver une quelconque étude portant spécifiquement sur des gens qui travaillent dans les carrières. Il y a un vrai sujet pour autant, car dans une carrière, surtout si le matériau qu'on est en train de creuser est blanc brillant, ce qui est, je crois, assez fréquemment le cas, surtout s'il s'agit, moi je connais quelques carrières, moi je suis en région parisienne, mais j'ai la chance d'avoir une petite maison dans la région de Fontainebleau. J'ai quelques carrières ici, c'est spectaculaire, hein. C'est grand, on peut pas faire une cuvette à part le cirque neigeux. Je pense pas qu'on puisse faire pire en termes de réverbération, parce que ça vient dans tous les sens, quelle que soit la position du soleil, forcément, il se réfléchit sur une paroi de la carrière. Donc il y a un vrai sujet. Je n'ai donc pas d'éléments quantifiés scientifiquement un peu solides pour dire à quel point il y a un surrisque. L'estimation que je peux faire de la majoration du niveau d'UV, si on est sur donc des matériaux creusés, de la roche claire, je dirais un bon 50% supplémentaire. Donc si vous avez un niveau d'UV à côté de la carrière à 8, prévoyez d'être à 10 ou 12, tranquille, hein, à l'intérieur de la carrière, en tout cas sur les 3-4 heures autour du midi solaire. Et le besoin de protection, il est du coup très clairement majoré. Il faut vraiment là y aller vraiment à tous les niveaux, individuels, collectifs. Je pense aux gens qui conduisent des engins dans les carrières. Il faut vraiment vérifier qu'il y ait, alors je pense qu'ils ont déjà un, mais véritablement, je n'en sais rien. Peut-être pour vous rassurer sur les verres teintés. Un verre qui est teinté, même s'il est en verre, hein, le matériau qui filtre le mieux les UV et qui peut garder une certaine transparence, c'est le polycarbonate, c'est du plastique. Le verre est pas très anti-UV, mais s'il est teinté, quand même, on a des bonnes chances d'avoir des coupures UV très fortes, voire à 100%. Si l'habitacle est pas teinté, il faut vraiment agir sur ce critère-là pour les gens qui sont dans les engins. Quant aux gens qui sont dehors, c'est vraiment... alors, je pense qu'ils sont obligatoirement casqués, donc c'est protège-nuque obligatoire, lunettes couvrantes aussi, et crème solaire sur le reste du visage, quoi. Et je précise, j'ai été un peu vite tout à l'heure sur les types de peau, mais il n'y a pas un grand sens à protéger du soleil des phototypes 5 et 6, hein, les peaux très noires. Je vais essayer de remonter rapidement sur les phototypes. Ils sont où mes phototypes? Ils sont ici. Donc des phototypes 5 et 6, vous voyez, vont brûler, vont recevoir un coup de soleil léger pour un indice d'UV de 7-8 au bout de 200 minutes. Et il faut comprendre que cet indice d'UV 7-8, on l'atteint en France, en métropole, pendant 1 heure, quoi. Donc les phototypes 5 et 6, en fait, ne font pas de cancer de la peau lié aux UV. Il ne faut pas écarter de la détection les phototypes 5 et 6 parce qu'ils font aussi des cancers cutanés, mais en l'occurrence sous la voûte plantaire, sous la paume des mains, dans la cavité buccale, parfois sur les parties génitales, mais pas, ce sont des zones qui ne voient pas le soleil, ce ne sont pas des cancers cutanés qui sont liés au soleil. Donc des phototypes 5 et 6,
ont vraiment nettement moins besoin de se protéger du soleil. Ils peuvent quand même avoir des phénomènes de déshydratation, des phénomènes de sécheresse, voire pour des gens qui n'ont pas vu le soleil depuis longtemps parce qu'ils ont migré en Europe continentale ou voire nordique, et maintenant ils sont exposés à des grosses doses, des coups de soleil avec un petit peu une légère pelade, mais bon, tout ça va se régler assez vite. Par contre, des méfiances avec des phototypes 3 et 4 qui ne brûlent que très rarement, qui peuvent même ne pas prendre des coups de soleil pour des phototypes 4, c'est des peaux qui peuvent être métissées. Ne pas se méfier, chez eux, il y a la possibilité de faire des mélanomes. Et donc, il faut vraiment, typiquement, dans une carrière, qui soit très très bien protégée. Bien sûr, des vêtements couvrants partout, si possible anti-UV. Bon, enfin, je pense que les vêtements de travail qu'on utilise dans les carrières le sont. Je peux faire une précision importante là-dessus. Si vous vous interrogez sur la protection apportée par des vêtements, on peut vous mettre en lien avec une entreprise qui fait ça à longueur de journée. Et si vous ne demandez pas le rapport complet, si vous n'envoyez pas 250 échantillons, ça peut être gratuit. Dans le cadre du partenariat qu'on a avec eux et puis de cette cause d'intérêt général, parce que beaucoup de fabricants de pays et de vêtements de travail ne savent pas, parce que leur fabricant n'a même pas testé. Et il y a possiblement des filtrations UV qui vont bien hein, sur des combinaisons de travail un peu épaisses, un peu denses en maille. On va avoir la filtration qui va bien. Hein. Donc, pas la peine d'aller rajouter une surcouche ou je voudrais juste vérifier le caractère anti-UV du vêtement. Et une nouvelle fois, pour des gens qui bossent dans ce genre d'environnement, c'est vraiment important qu'ils se protègent le visage. Et à moins qu'ils aient une cagoule ou quelque chose qui ne me paraît pas être le cas, crémage. Crème indice 50, renouvelée toutes les 2 heures, en tout cas leur demander d'appliquer au moins une fois dans la matinée, réappliquer sur la pause du midi, réappliquer en début d'après-midi. Parfait, merci pour cette réponse très complète. Et justement, vous avez parlé de la crème solaire, ça fait une excellente transition pour la deuxième question, qui est pour une situation qui, c'est vrai, peut être rencontrée par pas mal de salariés. Un salarié qui peut difficilement mettre de la crème solaire du fait de présence de poussière et qui ne peut pas porter de vêtements UV synthétiques du fait d'une activité, par exemple, de soudage. Comment protéger ce type de salarié? On serait plutôt du coup sur une protection qui serait plus une mesure de prévention, de faire travailler ce salarié le plus à l'ombre possible, j'imagine. Alors bien sûr, de toute façon, travailler le plus à l'ombre possible, c'est la première des choses à faire pour tout le monde, dans toutes les circonstances. Après, la poussière, non, la poussière n'est pas incompatible avec l'application de crème. Ce qu'on me retorque souvent sur la crème, c'est le risque d'allergie. Donc, primo, une crème sèche, typiquement celle que j'ai présentée, ne va pas fixer la poussière sur le corps. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Enfin, la présence de poussière sur le lieu de travail ne présente pas d'incompatibilité avec le fait de se crémer. Ensuite, le port de vêtements synthétiques, euh, il n'y a pas, alors oui, vous avez raison, la fibre synthétique est la plus efficace pour couper l'UV. Mais typiquement, une fibre naturelle, si elle est tramée finement, si elle a une certaine densité, va être aussi, alors elle sera jamais aussi efficace, on n'atteindra jamais des indices 80 ou 90 comme on peut le faire avec certaines fibres synthétiques. Par contre, on atteint rapidement quand même du 30 ou du 40 et ça fait le boulot, quoi, hein, y compris pour des peaux claires exposées à des quantités d'UV importantes. Donc, fibre naturelle, vêtements, absolument. Et puis, bien sûr, mais ça, de toute façon, vous l'évoquiez, Florian, la mise à l'ombre, le travail à l'ombre, le travail aux heures qui vont bien, c'est toujours, de toute façon, les priorités. Et j'en profite donc pour évoquer le risque d'allergie, pour dire, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent, non, je préfère pas distribuer de crème parce qu'il y a un risque d'allergie. Sauf que l'allergie à un produit solaire n'est pas grave. Une allergie possible à un produit solaire, c'est avoir hein, des boutons qui vont démanger pendant 24 ou 48 heures. Il n'y a pas un risque d'allergie, d'édème ou de je ne sais quoi qui serait vraiment dangereux. Non, il y a un risque, oui, d'allergie provoquant une démangeaison. Aucun produit solaire ne provoque de photosensibilisation, donc créant des brûlures graves. Non, c'est vraiment le risque, c'est des boutons avec une démangeaison à la clé. Donc en soi, c'est pas grave. Et puis surtout, l'allergie, en l'occurrence, ça arrive, hein, alors ça n'arrive pas fréquemment, mais ça arrive. Il suffit de changer de produit.
Et changer vraiment de produit, hein, changer de crèmerie, quoi. C'est-à-dire que, en fait, l'allergie se fait à un filtre ou à un des produits utilisés comme excipient, comme conservateur dans le produit. Il faut savoir que les groupes cosmétiques ont plusieurs marques et évidemment, au sein de ces marques, on retrouve les mêmes filtres. Donc, il faut vraiment changer de groupe. Typiquement, si vous faites une allergie à un produit, je dis n'importe quoi, ambre solaire, qui fait partie du groupe L'Oréal, c'est pas la peine d'aller acheter un produit La Roche-Posay, un produit Vichy, un produit Lancôme, parce que c'est les mêmes filtres et c'est les mêmes produits, c'est la même boutique en quelque sorte, c'est les mêmes produits qu'on trouve dedans. Donc, il faut changer de laboratoire. Et là, vous trouverez du coup d'autres filtres, d'autres conservateurs utilisés, et il y a peu de chances qu'on réplique l'allergie. Parfait, merci à vous. Et une dernière question, et je pense qu'une de nos participantes a été intéressée par les différentes solutions que vous proposez dans le cadre de l'association Sécurité Solaire, notamment sur l'Escape Game qui est en cours de déploiement. Et la De question qui nous est conception. posée, en cours de conception exactement, et justement, bah, la question qui est posée, c'est cet escape game sera-t-il vendu? Y aura-t-il possibilité d'acheter les outils ou voilà, peut-être une intervention de vos équipes dans le cadre d'une entreprise, par exemple? Quelles Euh, seraient un peu les modalités? Je vais pas vous mentir, je disais que le principal de nos efforts, c'est ce qu'on fait dans les écoles primaires, de la formation d'enseignants, de formateurs d'enseignants, etc. Mais franchement, avril, mai, juin, c'est 70% que nous passons, mon équipe et moi-même, Camille notamment, c'est elle qu'il faut contacter pour voir ce que nous proposons concrètement en termes d'intervention ou d'outils. Euh, on fait ça à longueur de journée. À longueur de journée, à longueur de semaine. Et là, je ne vais pas vous mentir, on est un peu au bout du rouleau. Là, notre agenda est encore chargé pour une quinzaine de jours, mais tout le monde va breaker le 15 juillet. Je mets tout le monde au repos parce que là, il y a eu une explosion. On a fait, par rapport à l'année dernière, on a fait 3 fois plus d'interventions et on est resté la même équipe. Donc, on a quand même recruté un chargé de mission pour nous seconder en Martinique, où on a beaucoup de demandes et une convention importante avec l'ARS, donc avec de multiples volets. Mais oui, oui, on fait beaucoup ça. Et ce qu'on cherche à faire, c'est autonomiser les structures localement, hein, typiquement des services internes ou des services santé, notamment pour aller vers de la détection aussi, parce que c'est vraiment important de travailler sur les deux préventions, la primaire et la secondaire. Mais oui, oui, on fait des interventions comme on a fait là aujourd'hui en webinaire, des choses parfois plus courtes hein, pour des équipes qui partent au boulot dans une demi-heure ou des petits ateliers ludiques. L'escape game, on y réfléchit, on l'a pas fait, mais si habituellement ce genre de choses, on a un jeu du soleil, on a des petits quiz. Là, on prépare surtout une petite tablette avec la caméra UV, avec un petit quiz qui permet de balayer tous les sujets dans des formats allant de quelques minutes à quelques dizaines de minutes. On espère lancer ça courant 2026, début 2026. Ok, donc on est plutôt dans l'accompagnement sur des prestations que votre équipe propose au sein Oui, des entreprises. Donc en effet, plutôt sur une logique d'action de prévention que vous ouais, réalisez au sein des entreprises. et de formation de préventeurs. Et Ah, beaucoup de formation de préventeurs. On travaille beaucoup avec des services inter en formation des préventeurs, avec beaucoup de caisses régionales de la MSA pour former les préventeurs de la MSA. Et puis parce que nous, on se rôde aussi, on est sur une période test hein, également. Donc on peut concevoir des outils spécifiquement avec une entreprise qui propose tel profil particulier, qui est intéressée par travailler sur le sujet. Et puis derrière, essayer de mutualiser ça et de le généraliser ensuite, ou en tout cas de le proposer à chacun. parfait. Une question nous a été posée pendant que vous répondiez aux questions précédentes sur l'application Anapix Skin. Est-ce qu'une Ouais. version pour les médecins du travail ou les services de santé, de prévention et de santé au travail est-elle disponible? Alors oui, oui, hein, il y a deux versions en fait. Il y a une version pour les pharmaciens et une version pour la santé au travail. Il y a des pharmaciens qui sont équipés, formés donc à faire les photos. Là, vous allez à la pharmacie, vous laissez 10 euros et on vous a scanné, enfin, on vous a fait les photos et vous avez le compte rendu dans les heures qui viennent par le dermato distant. Mais le principal axe Anapix, je pense, est surtout créé sur l'axe de la santé au travail. Et donc, ils ont bien sûr des opérateurs de ces prises de vue qui peuvent venir chez vous. Ils ont aussi, et c'est ça qui vise également, de former des médecins ou des infirmières en santé au travail à faire les photos, à passer les questions, à ouvrir les dossiers médicaux, poser les questions et faire les photos.
Parfait. Un beau N'hésitez pas. projet. Ouais. Si Euh, vous ne trouvez pas le contact, vous m'écrivez ou vous écrivez à Camille, on vous met en lien avec Anapix. Mais ils sont très faciles à trouver hein, sur le site. C'est Bernard Fertile, c'est un directeur de recherche du CNRS qui a fondé ça avec des dermatos. C'est vraiment une approche très scientifique et très solide hein, qu'on Parfait. recommande chaudement. Eh ben, c'est parfait. Bien, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous avons répondu à l'ensemble des questions. Je tenais, Pierre, à vous remercier une nouvelle fois de votre accompagnement et partenariat dans le cadre de cette action. Comme nous avons pu le dire en début de présentation, le support ainsi que le replay de ce webinaire sera accessible sur nos réseaux sociaux et le support vous sera envoyé par mail à la suite de ce webinaire avec une enquête de satisfaction. N'hésitez pas à nous recontacter Présoa si vous avez des questions et éventuellement nous pourrons faire le lien vers Monsieur Cesarini pour éventuellement remonter des questions plus particulières. N'hésitez pas également à vous rapprocher directement de l'association Sécurité Solaire qui, comme vous l'avez entendu, est une association qui peut avoir besoin aussi d'aide et de financement. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour permettre de continuer à faire grandir cette belle structure. Et également, j'en profite pour remercier Camille Berduras qui nous a également accompagnés dans le cadre de cette action et toute l'équipe du groupe du projet de service qui a travaillé avec moi sur l'élaboration de ce webinaire. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée et nous vous disons à très bientôt sur un prochain événement. Merci beaucoup. Bon été à tous et à toutes.